bonsoir, bienvenue et très heureux de vous voir si nombreux pour cette nouvelle édition des figures marquantes de notre histoire, qui, je vous le rappelle, est consacrée aux personnages marquants qui ont marqué le Québec dans toutes les sphères de l'activité humaine. Je vous rappelle que cette 4e saison est dédiée à des personnages du 19e siècle, le siècle des patriotes. Ce soir, il sera question d'un premier ministre, un ancien premier ministre du Québec, au pouvoir sur une assez courte période, mais il nous a vraiment marqué, 1887-1891. Un personnage qui a connu une ascension fulgurante, qui a même connu une certaine gloire, mais qui a connu aussi une chute brutale, spectaculaire. Donc, une sorte de destin assez tragique, finalement. Le personnage, c'est Honoré Mercier. Honoré Mercier est né à Saint-Athanase, la ville d'Iberville actuelle, en 1840, et il est décédé à Montréal en 1894. Alors, il s'installe pour de bon à Montréal dès 1881. Honoré Mercier, donc, est décédé jeune, milieu de la cinquantaine, en 1894. C'est 3 ans avant la première mondiale de Cyrano de Bergerac, le 28 décembre 1897. Donc, c'est un contemporain d'Edmond Restant. Et je suis très triste pour lui, très triste pour Honoré Mercier, qu'il n'ait pas vu cette pièce célèbre, parce qu'il se serait probablement reconnu dans le personnage de Cyrano. Il se serait reconnu dans le personnage de Cyrano parce que, premièrement, comme lui, il a été un grand amoureux. Il nous a laissé des lettres d'amour assez magnifiques, assez belles, à sa première femme, Léopoldine Boivin. C'est probablement le seul premier ministre, à ma connaissance, du Québec, dont on a publié les lettres d'amour, publiées entre 1864 et 1867. Sa première femme, qui malheureusement pour lui est décédée très jeune, à 25 ans. Il a donc dû se remarier. Mais ces lettres témoignent d'une passion qui est très belle à voir. C'était un romantique, Honoré Mercier, lecteur de Lamartine et de Chateaubriand. Il se serait aussi reconnu probablement dans Cyrano parce qu'il a, comme Cyrano, défié les puissants de son époque. Il a défié l'homme le plus puissant du Canada français durant les années 1860, Georges-Étienne Cartier. Il accusait Georges-Étienne Cartier d'avoir trahi les siens en adhérant, en cautionnant l'acte de l'Amérique du Nord britannique. Il a aussi défié un autre personnage très puissant, John A. Macdonald, durant les années 1880, puisque, comme vous le savez, il refusait de gracier Louis Riel, qui a été pendu en novembre 1885. Mais il a aussi défié Macdonald par sa vision, la vision qu'il défendait du Canada, par la doctrine autonomiste qu'il a développée. Il a été le premier à développer une doctrine très nouvelle, très neuve pour l'époque, celle d'une autonomie plus grande pour les provinces, pour le Québec. Et ça, c'était nouveau. Et ça allait complètement à l'encontre de la vision très centralisatrice de Macdonald. Et comme on sait, Honoré Mercier a eu des héritiers sur ce terrain. Enfin, il se serait probablement aussi reconnu dans Cyrano à cause de cette qualité, ce mot, le panache. Honoré Mercier avait beaucoup de panache. Enfin, c'est ce que disent les contemporains, c'est ce que disent les témoins. Ces 2 voyages en Europe, on dit qu'il avait énormément de prestance, de stature, il avait bien représenté les Canadiens français. Et il a même eu beaucoup de dignité lorsque les choses ont mal tourné pour lui, lorsqu'il a dû vendre ses biens, lorsqu'il a été poussé vers la sortie en 1891. On verra dans quelles circonstances. Alors, pour nous parler de ce personnage haut en couleur, pour nous parler de ce personnage qui a vraiment marqué ses contemporains, alors on a décidé d'inviter un politologue qui a été non seulement professeur, mais recteur de l'Université du Québec à Montréal pendant 15 ans. Ce professeur, donc ce politologue, a publié de nombreux ouvrages sur l'histoire politique du Québec. On lui doit le dernier recueil de discours d'Honoré Mercier, publié en 2015. On lui doit aussi une fiction. Il s'est imaginé les mémoires d'Honoré Mercier. Honoré Mercier est décédé trop tôt pour écrire ses mémoires. Donc, notre invité a imaginé ce à quoi auraient pu ressembler les mémoires d'Honoré Mercier. Donc, je vous prie de l'accueillir avec chaleur. M. Claude Corbeau. Bienvenue. Merci beaucoup.
Alors, je le disais, on vous doit, Claude Corbeau, je vais faire attention à vos notes, on vous doit donc ce recueil des discours d'Honoré Mercier. Vous avez publié ça, je crois, en 2015. Et on vous doit cette fiction. Fiction. Historique. Fiction historique. Oui. Vous avez imaginé les mémoires d'Honoré Mercier. Alors, qu'est-ce qui vous fascine? Quelle a été la bougie d'allumage? Qu'est-ce qui vous fascine sur ce personnage? Vous avez déjà dit beaucoup de choses à propos Oui. de Mercier. Oui, mais vous allez en dire beaucoup plus. C'est, à mon avis, le plus intéressant premier ministre québécois entre 1867 et 1914. Il avait de la vision, il avait du charisme, il avait de l'énergie, une vision très moderne de ce que du rôle de l'État, d'une part. D'autre part, c'est un homme qui s'est en quelque sorte détruit rapidement par ses propres erreurs, par des problèmes de caractère et par des erreurs. Et donc, c'est ce contraste. À quoi il faut ajouter que malgré une sortie brutale du pouvoir, il a été comme réhabilité de son vivant. À ses funérailles, en 1894, on dit qu'entre 60 et 70 000 personnes étaient sur le parcours. Alors voilà donc un homme remarquable qui tranche avec la grisaille d'un certain nombre de politiciens de l'époque. Oui. Parlez-nous de son milieu d'origine, de sa famille. Il est fils de cultivateur. C'est le 5e fils de Jean-Baptiste Mercier. Son père est un partisan de Papineau. Pendant les rébellions de 37-38, il a peut-être tiré 1 ou 2 coups de feu. Il a certainement escorté 2 rebelles à la frontière américaine. Il a fait quelques jours de prison. Et il est toujours demeuré près de la pensée de Papineau, toujours demeuré un rouge. Il avait dans sa maison beaucoup de visiteurs qui parlaient de politique. Et il a appris une leçon fondamentale à ses fils, que Mercier lui-même cite, en parlant des Canadiens français, « Peuple conquis, mais jamais soumis ». Voilà l'origine du personnage. Oui. Et vous racontez aussi que son père l'amenait à certaines célébrations de la Saint-Jean-Baptiste. Oui, alors il dit que le 24 juin 1852, il a ramassé des pommes de terre dans le champ de son père pendant une partie de la journée, mais son père lui a dit « Habille-toi, nettoyez-vous les garçons, je m'en vais à Saint-Jean avec vous ». Et là, il a assisté aux célébrations de la Saint-Jean, à des discours patriotiques, et ça l'a vraiment marqué. Alors, parlez-nous de son collège classique. Donc là, il va faire l'école élémentaire comme tous les jeunes de son époque. Mais quand même, j'imagine que c'était un des seuls de la famille à aller au collège. Ou... À ma connaissance, oui. Son père avait été commissaire d'école, donc l'éducation était quelque chose de valorisé. Il arrive donc au Collège Sainte-Marie en septembre 1854. Il a 14 ans. Quand on regarde Mercier au Collège classique, on a l'impression que c'est un poisson dans l'eau. Il aime ça. Il travaille très fort. Il étudie avec ardeur, à tel point qu'à la fin de son cours classique, il va souffrir de surmenage et il devra en quelque sorte abandonner. Il lit beaucoup. Il se passionne pour la France. Il participe à l'organisation des jeux des élèves. Il organise des concours oratoires. Il apprend à parler en public. Il dirige même une milice composée d'une trentaine de ses condisciples. Et dans ce collège jésuite, il va contracter à ses propres yeux une dette importante envers ses éducateurs jésuites. Et je pense que ça va être important pour ça va jouer dans sa vie, effectivement. On va en reparler avec plaisir. Donc, c'est un avocat. C'est assez traditionnel comme parcours. Donc, collège classique et ensuite avocat. Mais à l'époque, avocat, il y a une faculté. Est-ce que la faculté de droit a été fondée à l'Université Laval? La faculté de droit à Laval remonte à 1852, à McGill 1848, mais il n'y en avait pas à Montréal. Et de toute façon, à l'époque, les avocats étaient le plus souvent formés selon le mode, dans le fond, de l'apprentissage. Ils étaient dans un bureau d'avocat, puis là, ils apprenaient le métier. Et donc, il fait ses études dans un bureau d'abord de Saint-Hyacinthe, qui est un bureau où un des associés est un neveu de Papineau. Et en 1864, il arrive à Montréal et il va compléter ses études. Il va être reçu avocat le 3 avril 1865, quelques jours à sa grande tristesse après le décès de son père. Ah oui. C'est important, si j'ai bien suivi la biographie,
c'est important qu'il soit avocat assez rapidement, puisqu'il Oui. était lié à ça, un événement personnel important. Ben voilà. Alors, vous avez fait référence au grand amour de sa vie, Léopoldine Boivin. Il la rencontre à l'automne 1862. C'est visiblement le coup de foudre réciproque. Et il lui dit « Je veux t'épouser ». Sauf que Léopoldine a 18 ans. Elle est orpheline de père et de mère. Elle a un tuteur. Et le tuteur dit « Écoute, Mercier, si tu veux marier Léopoldine, commence par stabiliser ta situation professionnelle. » Donc, ça lui fait une motivation à finir son droit. Surtout que pendant ses études de droit, il avait fait toutes sortes de choses. Il a fait du journalisme. Oui, c'est ça. Il s'était un peu dissipé. Mais finalement, il fait son droit, de sorte qu'il épouse Léopoldine à la fin de mai 1866. C'est vraiment une belle motivation pour Tout à fait. terminer ses études de droit. Tout à fait. Tu veux te marier, finis tes études de droit. Tout à fait. Et ces lettres donc, dont je vous parlais ont été regroupées ici dans cette édition de 3 pistoles. Toujours disponible. Ça vaut la peine. C'est sûr qu'il y a une forme d'innocence, mais c'est très authentique, c'est très beau. Écoutez, c'est un passionné, Mercier. Ah oui, hein? c'est un passionné. Alors, en amour comme en politique. Et Ouais. quand Léopoldine, qui lui a donné une fille en 1867, est décédée prématurément, ça a été extrêmement dur pour lui. Il a été comme déboussolé. Et il se retrouve avec une petite fille d'à peine 2 ans. Mais il y a plus que ça. Et ça lui prend 2 ans pour retomber sur ses pattes. Il marie Virginie Saint-Denis, qui est une parente de Léopoldine. Il va vivre avec elle jusqu'à sa fin. Mais ce n'est pas l'amour initial. C'est une compagne qu'il apprécie beaucoup, qu'il soutient. Mais enfin, ce n'est pas Mais Léopoldine. Léopoldine reste irremplaçable. Irremplaçable. Revenons à la politique. Au milieu du 19e siècle, il y a 2 familles politiques. On sait qu'à l'époque, mettons, des patriotes, il y a le Parti patriote, qui est l'ancien Parti canadien, enfin, qui s'est mué, le Parti canadien qui s'est mué en Parti patriote. Donc, on peut dire que les Canadiens français forment une sorte de bloc. Mais là, à partir du milieu du 19e siècle, il y a comme 2 blocs politiques qui se forment. Et la famille, vous l'avez un peu dit, mais la famille de Mercier, elle, penche plutôt d'un côté. Elle est plutôt du côté libéral. Il y a un courant libéral très fort qui traverse après les rébellions. Il y a aussi un courant conservateur. Et donc, c'est comme ça que se partagent les Canadiens français à l'époque. Maintenant, les libéraux ont un problème parce que l'Église ne les aime pas. L'Église catholique ne les aime pas. On se souvient de la phrase « Le ciel est bleu et l'enfer est rouge ». L'Église reproche au courant libéral d'être à la base, à l'origine des rébellions de 37-38. À partir du milieu des années 1840, Monseigneur Bourget se bat avec l'Institut canadien à Montréal, qui est une manifestation de libéralisme. En 1864, le pape Pie IX publie son syllabus et il condamne un certain nombre d'erreurs doctrinales, dont le socialisme et le libéralisme. Alors, ça met les libéraux en assez mauvaise posture à l'époque où Mercier commence à s'impliquer en politique. En fait, le problème va commencer à se régler seulement en 1877, quand Wilfrid Laurier, qui avait de grandes ambitions politiques, prononce à Québec un discours sur le libéralisme. Et c'est un moment tournant, parce que qu'est-ce qu'il fait Laurier? Laurier dit il y a 2 sortes de libéralisme. Il y a le libéralisme français, italien, anticlérical, franc-maçon, souvent agnostique, contre l'Église. Et il y a le libéralisme britannique, qui, lui, est plus une volonté de réforme, de progrès économique et social, qui n'a pas d'hostilité particulière envers les religions. Et Laurier dit, nous, les libéraux au Canada, sommes de l'école britannique. Et ça commence à dédouaner le Parti libéral dans la politique canadienne et québécoise. Et même si Mercier était très francophile, il va aller aussi de ce côté-là, finalement, par rapport au Parti libéral. À l'origine, il est conservateur, mais l'avènement de la Confédération le trouble beaucoup. Et à ce moment-là, il va progressivement se déplacer vers le Parti libéral. Quand il va être en politique très, très active, où il va être à l'avant-scène, on va constamment lui rappeler ces textes du début du Courrier de Saint-Hyacinthe. Vous avez dit qu'il a touché un peu aux journalistes. Ouais. On va souvent l'accuser d'être un vire-capot, d'avoir changé d'avis, d'être une girouette. Expliquez-nous un peu son cheminement durant les années 1860. C'était des attaques partisanes, mais... Oui. Il se forme chez Mercier un certain nombre d'idées importantes. La plus fondamentale,
la patrie avant les partis. L'importance du catholicisme dans l'identité canadienne-française, la nécessité pour que les Canadiens français s'unissent derrière un chef. Alors donc, ce sont des idées qu'il élabore dans les années 1860, et certaines de ces idées vont traverser l'ensemble de sa carrière. De sorte que quand moi j'entends les accusations de vire capot, j'ai plutôt tendance à dire Mercier cherche le véhicule politique qui lui paraît le plus susceptible de réaliser les idées auxquelles il tient beaucoup. Oui, mais revenons quand même sur les années 60, c'est-à-dire qu'au départ, Rumilly, on connaît les allégeances de Robert Rumilly, son biographe, qui était plutôt conservateur, merci, mais au départ, il est plutôt d'allégeance conservatrice. Il est plus près des conservateurs. Le fait qu'il travaille au Courrier de Saint-Hyacinthe, c'est un organe conservateur. Donc, il y a cette proximité. En fait, il y a deux héritages, Mercier. Il y a le libéralisme de son père, puis son expérience chez les Jésuites, qui n'étaient pas particulièrement libéraux. Non. Donc, il a cet héritage composite et, progressivement, il va se rapprocher du Parti libéral. Ça se fait par étapes. C'est ça. Mais au départ, il est plutôt près des conservateurs. Alors justement, ce qui va le choquer, si vous permettez, c'est quand Cartier, en 1866, laisse le Parlement impérial à Londres trancher une divergence de vues entre les provinces maritimes et les provinces, enfin, l'Ontario et le Québec, dans la préparation de l'acte de l'Amérique du Nord britannique. Là, Mercier dit, on a réglé ça au Canada, il ne faut pas rouvrir le dossier à Londres et je n'accepte pas que Cartier accepte, lui, que le Parlement s'en mêle. Alors ça, c'est une rupture. Et donc, c'est une rupture avec les conservateurs à ce moment-là. Avec les conservateurs aussi. En 1871, donc là, il y a cette rupture avec les conservateurs, il y a ce décès de sa première femme. Vous dites qu'il y a quelques années de flottement, où il est un peu déboussolé. Ben, il fait du droit, mais il fait du droit, mais il n'y a pas l'énergie qu'il faut pour faire de la politique. Et là, on le retrouve sur la scène au début des années 1870, autour d'un parti qui œuvre sur la scène fédérale. Et c'est très frappant parce que c'est peu connu, mais on a l'impression que c'est l'ancêtre du Bloc québécois. En fait, c'est un parti qui s'appelle le Parti national. Oui, en fait, le Parti national se forme à la fin de 1871. C'est 2 ou 3 jeunes, dont Mercier, qui essaient de réactiver le Parti libéral qui est en difficulté au Québec pour les raisons que j'expliquais tantôt. Et ils se disent, on peut-tu rassembler quelques jeunes libéraux, des jeunes conservateurs qui ne sont pas d'accord avec leur parti pour essayer de faire évoluer au moins le Parti libéral? Alors, c'est comme ça que ça se forme. Ils ont quelques idées, comme par exemple assurer l'abolition du Conseil législatif, un Sénat électif, l'autonomie des provinces. Mais finalement, Laurier va être candidat aux élections fédérales de 1872 sous l'étiquette libérale. Il va être élu. Et en quelque sorte, l'espèce de Parti national, l'idée de Mercier de rassembler, ce Parti national va en quelque sorte se fondre dans le Parti libéral. Donc, au départ, il y avait quand même que des candidats au Québec. Oui, tout à fait. C'est une analogie qu'on peut faire avec le Bloc québécois, mais allons-y prudemment. Oui. D'accord. Comme on va le faire pendant tout cet entretien. Voilà. Mais il va se faire élire. Oui, alors il est élu à la fin du mois d'août 1872 comme député au Parlement fédéral. Il se rend à Ottawa, il observe, il regarde, il s'instruit, mais le 14 mai 1873, il fait son premier grand discours au Parlement fédéral. L'objet, c'est un projet de loi qui demande au gouvernement fédéral d'invalider ou de désavouer des législations scolaires du Nouveau-Brunswick qui privent les catholiques acadiens et irlandais de leurs droits scolaires. C'est compliqué pour Mercier parce que l'éducation est de juridiction provinciale et là, il demande, ou il appuie un projet de loi qui demanderait au gouvernement fédéral, ce qui était son pouvoir à l'époque, de désavouer les lois du Nouveau-Brunswick. Mais finalement, il dit, les droits des minorités sont sacrés, sont fondamentaux, et c'est ce que je choisis de faire. Et là, il dit à tous les députés du Québec, conservateurs ou libéraux, enfargez-vous pas dans les lignes de parti, votez la patrie avant de voter pour le parti. Et la motion est acceptée. Ça déplaît beaucoup à MacDonald, mais ça déplaît aussi au chef libéral Alexander Mackenzie.
qui trouve que Mercier est un peu nationaliste. Et un peu trop indépendant d'esprit. Oui, et aux élections de 1874, les libéraux disent à Mercier, on ne veut pas que tu sois candidat. Il est encore assez bon soldat, il se retire pour ne pas diviser le vote au profit d'un conservateur. Alors, son stage au fédéral dure à peine 2 ans. Un stage, oui, on peut dire ça. Oui, effectivement, parce non, mais il apprend beaucoup. Oui, oui. Il va retenter sa chance au fédéral en 1878, mais il va être battu par une marge de 6 votes. Défaite crève-cœur. Et c'est la fin de ses aventures au fédéral. Et donc, à partir de là, il va du côté du Parti libéral du Québec. C'est ça. Progressivement, il s'approche des libéraux, il s'implique, il aide Wilfrid Laurier dans des élections partielles. Donc, il rentre dans la mouvance libérale au Québec. En 1878, il y a un gouvernement libéral qui est installé au pouvoir. Il ne prend pas le pouvoir, il est installé au pouvoir par décision du lieutenant-gouverneur. Mais en 1879, on demande à Mercier de rentrer au gouvernement comme solliciteur général dans ce gouvernement libéral. Donc, il se fait élire dans Saint-Hyacinthe en 1879, et là, il va être élu sans arrêt jusqu'à sa fin. Et c'est ainsi qu'il entre dans le Parti libéral. Puis, il aime beaucoup être ministre. Il a beaucoup aimé l'expérience d'un ministère. Il se retrouve dans l'opposition à l'automne 1879. Et là, il est un excellent combattant pour l'opposition. Il attaque sans relâche Chapleau, le premier ministre, et son gouvernement. Qui est presque son alter ego du côté conservateur. Ces deux hommes qui sont semblables, de la même génération. De la même génération, de même brillants orateurs, deux hommes ambitieux, deux hommes qui aiment le pouvoir. Oui. Et qui vont se bagarrer férocement jusqu'à ce que Chapleau aille voir Mercier sur son lit de mort en 1894 pour se réconcilier. Mais avant ça, je peux vous assurer qu'ils se battaient comme chien et chat. Oui. Et comme disait l'ancien chroniqueur Jean Lapierre, métal contre métal. Métal contre métal, en effet. Maintenant, il devient chef du Ouais. Parti libéral Ouais. en 1883. Ouais. Alors là, la vie partisane à l'époque, c'est pas la vie partisane qu'on connaît. Est-ce qu'il y a une campagne à la chefferie? Est-ce que et quel est son programme? Rien de tel. Ah, Rien non? de tel. En fait, au début de janvier 1883, Joly de Lotbinière, qui était chef du Parti libéral, qui avait été brièvement premier ministre. Qui était un protestant? Un protestant d'origine suisse. C'était étonnant, hein? Très étonnant. Ouais. Joly de Lotbinière est contesté dans son parti et il démissionne. Et il dit « Je nomme Mercier chef de l'opposition parlementaire et chef du parti. » Pas de convention, pas de course au leadership. Cependant... Ça pourrait donner des idées à des chefs. Oui. Cependant, depuis plusieurs années, Mercier avait fait sa marque au sein du Parti libéral. C'est ça. Un redoutable membre de l'opposition, ne ménageant jamais le gouvernement. Et ensuite de ça, il prononce des discours ici et là, à Montréal, à Québec, en Ontario même. Il développe toutes sortes d'idées, un programme politique. Il a une grande maison à Montréal. Il reçoit beaucoup de gens. Donc, il se positionne vraiment comme l'étoile montante du Parti libéral. Et sa nomination par Joly de Lotbinière n'entraîne pas un schisme. Il n'y a pas de contestation. Pas de contestation. C'est un caucus de quoi? Une quinzaine de députés, Ouais, je crois. C'est un petit caucus. Un petit caucus. Et là, une fois qu'il devient chef, quelles sont ses priorités, du point de vue programmatique? Quels sont les Sa vraie axes? priorité, c'est sans doute de devenir premier ministre. Ça, on s'en doute bien. Mais il développe, comment il présente ça à ses il développe électeurs? un programme intéressant de réforme dans les institutions. Il veut abolir le Conseil législatif, par exemple, d'élargissement du droit de vote, des propositions en termes d'assainissement des finances publiques du Québec qui étaient toujours déficitaires, une importance énorme attachée à l'éducation. Au milieu des années 70, Mercier s'est prononcé pour l'instruction primaire obligatoire. Mais il a reculé un peu là-dessus parce que c'était mal reçu, notamment par les milieux conservateurs. Mais donc, progressivement, il développe un programme de gouvernement, des alternatives au gouvernement en place. Le gouvernement de Chapleau ne dure pas longtemps. Chapleau s'en va au fédéral à l'été 1882 et ses successeurs sont d'assez médiocres chefs de gouvernement. Alors, Mercier a vraiment le vent dans les voiles. Il développe un discours cohérent, une vision, l'autonomie des provinces, la protection des droits des Canadiens français partout au Canada. Bref, je disais tantôt, c'est un homme de vision
qui est charismatique, puis qui sera un premier ministre énergique. Tout ça se prépare entre 1878, 1879 et l'élection de 86. C'est vrai, ce départ de finalement son véritable adversaire, Chapleau, pour Ottawa, en dit long sur comment on pouvait considérer les gouvernements provinciaux ou québécois. Tout à fait. Hein, c'était comme le club école de la Ligue nationale qui était à Ottawa. Il ne faut pas oublier que MacDonald rêvait de ce qu'on appelait l'union législative, c'est-à-dire un parlement pour tout le Canada. Et il était centralisateur. Et ça a toujours profondément ulcéré Mercier, qui s'est battu contre ça. Et à l'époque, MacDonald utilisait abondamment le pouvoir de désaveu qui est plus utilisé aujourd'hui. Caduc depuis, dit-on, 1943. En fait, le pouvoir de désaveu, c'était le pouvoir donné au gouvernement fédéral de dire « telle loi, je l'annule ». Pas pour des raisons de constitutionnalité, les tribunaux font ça, mais juste parce qu'elle n'est pas opportune, elle ne me plaît pas, elle nuit. C'était comme une forme de paternalisme. Paternalisme, c'est une suggestion des provinces. Ouais. Alors là, Mercier est un homme énergique, il fait campagne, il est de plus en plus un personnage de premier plan. Vous l'avez dit, son vis-à-vis premier ministre conservateur, Mousseau, n'est pas un personnage très important, qui a autant d'envergure que lui. Donc, il s'impose, mais arrive une sorte d'événement providentiel pour lui, mais qui est en même temps très tragique, c'est la crise de Louis Riel. Ouais. Alors là, Louis Riel, je ne fais pas le retour sur l'histoire de ce personnage. Vous savez que c'est un chef métis important qui s'est distingué, qui s'est fait connaître au Manitoba. On lui doit une partie, la création de la province. Oui. Et donc, c'est un personnage qui va ensuite s'enfuir aux États-Unis. Il va revenir, deuxième insurrection. Et là, il est arrêté par les autorités et il est jugé. Donc, parlez-nous un peu, expliquez-nous la séquence des événements qui vont, dans le gros, de juillet 85, donc son procès, à cette grande assemblée du Champ de Mars de novembre. Alors donc, Riel, qui s'était exilé aux États-Unis et qui, avec le passage des années, je le mentionne, ça a son importance, Riel, qui est instable mentalement, revient pour diriger une nouvelle rébellion des Métis, cette fois en Saskatchewan. Les Métis, c'est des mélanges de Canadiens français et d'Autochtones, de Premières Nations. Ils sont francophones, ils sont catholiques, en majorité. La rébellion échoue parce que le gouvernement canadien envoie des troupes et ils les envoie par le chemin de fer du Canadien Pacifique, n'est-ce pas? Alors, ça va pas mal plus vite que la première fois, en 1869. Le 15 mai 1885, Riel est arrêté. Il se rend, il est arrêté. Et là, on le cite à procès. Le procès débute à la fin de juillet 85 à Regina. Le juge est un unilingue anglophone, le juge Richardson, qui n'aime pas les Métis. Le jury, qui normalement est composé de 12 citoyens, se compose de 6 citoyens qui ne comprennent pas le français. Donc, c'est biaisé au départ. Le procès a lieu. L'avocat de Riel veut plaider le dérangement mental, mais Riel refuse. Il fait de grands discours pendant son procès, mais finalement, il est jugé coupable, condamné à mort. Et l'exécution, prononcée le 1er août, est fixée pour la mi-septembre. Et là, évidemment, le Canada français s'embrase. La province de Québec prend feu littéralement pour sauver Riel, alors que l'Ontario veut absolument qu'on le pende. Et MacDonald est entre les deux, et Chapleau est entre les deux. Bon, alors, que se passe-t-il? Au début, Mercier temporise. Il a déjà proposé une motion à l'Assemblée législative invitant le gouvernement fédéral à s'occuper des problèmes à la source des rébellions des Métis, mais il regarde les choses évoluer. Il se dit, il y a quand même dans le cabinet MacDonald 3 ministres canadiens-français, dont 2 importants, Hector-Louis Langevin, qui avait été un des pères de la Confédération, et Chapleau. Ensuite de ça, se dit-il, MacDonald a l'excuse toute trouvée pour commuer la peine de Riel, problème de troubles de santé mentale. Alors, Mercier est relativement dans l'expectative. Le temps passe, il y a toutes sortes de démarches judiciaires qui sont tentées pour sauver Riel de la potence. La pression des orangistes de l'Ontario sur MacDonald va en croissant pour qu'on le pende. La résistance du Québec à l'idée va en croissant. L'exécution est reportée une première fois, puis une deuxième fois. Elle est finalement fixée au 16 novembre 1885.
Et juste avant cette date, justement, Mercier tente un Alors, dernier coup. Ça, je trouve ça incroyable. Racontez. Mercier, qui avait ferraillé férocement avec Chapelot, Mercier, quelques jours avant la pendaison, écrit à Chapelot, à Ottawa. Et bien, ça vaut la peine de vous lire. Il dit, Chapelot, « Si Riel est pendu sans que tu résignes, tu es un homme fini. Si tu résignes, si tu démissionnes, tu sauves Riel. Dans le premier cas, le Parti libéral a un adversaire de moins et le parti une honte de plus. » Et il dit à Chapelot, « Reviens au Québec, Chapelot. Reste pas dans ce gouvernement qui va pendre Riel. Reviens au Québec. Si tu reviens au Québec, tu vas redevenir premier ministre. Je vais me mettre à ton service et ensemble, on va bâtir la résistance. » Chapelot passe une nuit d'enfer à Ottawa. Il a écrit sa lettre de démission. Et finalement, à l'aube, il se ravise. Il ne veut pas provoquer un affrontement entre le Canada français et le Canada anglais, une guerre civile. Donc, le 16 novembre. Riel est pendu. Le 22 novembre, au Champ de Mars, il y a eu une grande assemblée. On dit 40 000, 50 000 personnes. Tout le gratin politique est là, sauf les ministres conservateurs de MacDonald. Wilfrid Laurier est là. Et Wilfrid Laurier dit, « Si j'avais été avec les Métis, je pense que j'aurais pris mon fusil moi-même. » C'est une phrase qui va passer le reste de sa vie à essayer de faire oublier. Les orateurs se succèdent. C'est une belle journée de novembre. C'est beau, c'est sec. Et les gens sont très attentifs. Alors, Riel va prendre Mercier va prendre la parole, oui. Et il prononce à ce moment-là un discours qui saisit littéralement le Canada français. Il dit, par exemple, « Riel, notre frère, est mort, victime de son dévouement à la cause des Métis, dont il était le chef, victime du fanatisme et de la trahison, du fanatisme de Sir John et de quelques-uns de ses amis, et la trahison de 3 des nôtres. » Et il dit, chose très intéressante, quand on tue Riel, ce n'est pas seulement les Métis que l'on blesse, ce n'est pas seulement les Canadiens français que l'on blesse, c'est toutes les minorités du monde, c'est l'humanité même que l'on attaque en la personne de Riel. C'est un discours qui positionne Mercier comme étant, en quelque sorte, l'incarnation de la grande majorité des Canadiens français de l'époque, et ça va le propulser vers le pouvoir. D'autant plus qu'il y avait eu des tentatives de rapprochement initiées par Chapelot entre conservateurs modérés et libéraux modérés. Et Chapelot avait invité Mercier à faire partie de son gouvernement une fois, une deuxième fois. Ça n'a pas marché parce qu'à chaque occasion, les radicaux des deux partis, les ultramontains chez les conservateurs puis les rouges chez les libéraux, en avaient entendu parler, puis on disait qu'il n'y a pas question de coalition des modérés. Mais l'affaire Riel lézarde le Parti conservateur. Et ça va permettre à Mercier d'essayer de séduire ou de s'attirer ceux des conservateurs québécois qui sont profondément inconfortables de la situation faite à Riel et de la conduite de leur parti. Et ça va ouvrir la voie au pouvoir. Et de sorte que, lorsqu'on arrive aux élections d'octobre 1886, on n'est plus tout à fait face à un parti libéral, mais c'est une sorte de coalition de libéraux et de ceux qu'on appelle les conservateurs nationaux. Alors, les conservateurs nationaux, ce sont des conservateurs modérés, ce pas les ultramontains, qui, comme je le disais tantôt, sont très malheureux de l'affaire Riel. Et ils essaient de se distancer du Parti conservateur fédéral. Alors, les résultats des élections, ça donne 33 députés libéraux, 26 conservateurs qui sont au pouvoir, et une demi-douzaine de nationaux, d'indépendants. Ce qui n'est pas un triomphe. Non, ce n'est pas un triomphe. D'autant moins que Mercier va chercher 40 % du vote populaire, alors que les conservateurs purs et durs vont en chercher 46 %. Ce qui est quand même incroyable. Donc, après la pendaison de Riel, la population n'est pas en bloc derrière Mercier non plus. En effet. Alors donc, qu'arrive-t-il à ce moment-là? Eh bien, on est en octobre. Le Parlement n'a pas à se réunir, ne se réunira pas avant janvier. Donc, le premier ministre conservateur de l'époque s'accroche au pouvoir. MacDonald écrit au lieutenant-gouverneur du Québec
qui est un conservateur, il ne veut pas voir Mercier devenir premier ministre. Et ça traîne, ça traîne. Il y a, juste avant Noël, il y a 32 ou 33 députés qui écrivent, signent une lettre en disant au gouvernement « Démissionnez, sinon on vous renverse ». Mais finalement, la session ne s'ouvre qu'à la fin janvier. Entre-temps, le premier ministre qui a perdu les élections, Jones Ross, démissionne. Le lieutenant-gouverneur confie la formation d'un gouvernement à un autre conservateur, Louis-Olivier Taillon. Et là, finalement, le Parlement se réunit. Quand le Parlement se réunit, quand la Chambre se réunit, la première tâche qu'elle a, c'est d'élire son président, ce qu'on appelait à l'époque l'orateur. Alors, le premier ministre Taillon propose un de ses députés. L'Assemblée refuse. Il est battu. Alors, Mercier va proposer Félix-Gabriel Marchand, qui est élu, prend son siège. À ce moment-là, acte suivant, le premier ministre Taillon propose un ajournement. C'est battu. Mercier propose l'ajournement. C'est accepté. Il y a la majorité avec les nationaux. Et donc, finalement, le premier ministre Taillon comprend. Après 4 jours en fonction, il démissionne. Et là, le lieutenant-gouverneur, en se pilant sur le cœur, demande à Mercier de former un gouvernement à la fin de janvier 1887. Et Mercier est arrivé au pouvoir. Donc, ça veut dire que c'est presque 4 mois de crise Absolument, constitutionnelle. C'est absolument, incroyable. absolument. Pendant 4 ans, il y a 4 mois, il y a des conservateurs qui s'accrochent au pouvoir. Ils s'accrochent au pouvoir. Avec un système où, justement, il y a une suggestion des provinces. Oui, puis parce que, dans le fond, le premier ministre conservateur pouvait espérer rallier les quelques députés conservateurs en sécession et garder le pouvoir. Mais ça n'a pas marché. C'est Mercier qui l'a eu. Alors, une fois au pouvoir, vous nous le dites, vous le répétez, c'est un homme énergique. C'est un homme pour qui le pouvoir n'est pas une croix qu'on porte, mais il y a comme un plaisir, il y a comme un enthousiasme, il y a un dynamisme, et il abat énormément de travail. On pourrait passer en revue quelques grands moments de sa gouverne, qui va durer 4 ans, qui va être très courte. Presque 5 ans. Presque 5 ans, c'est ça. Commençons par un événement qui est vraiment important. C'est la première conférence interprovinciale. C'est la première fois que les provinces se réunissent sans le gouvernement fédéral pour réfléchir à l'avenir de la Confédération. Parlez-nous de cet événement. Alors, Mercier annonce relativement tôt, après avoir pris le pouvoir, son intention de convoquer une conférence interprovinciale en invitant les premiers ministres, y compris le premier ministre MacDonald. Il l'avait invité. Il fait rire de lui. Les conservateurs s'opposent absolument. Mais il persiste dans son idée. Et effectivement, à la fin d'octobre 1887, il rassemble 5 des 7 provinces à Québec. Et il a l'habileté et l'élégance à la fois de demander au premier ministre très expérimenté de l'Ontario, Oliver Mowat, autonomiste de son côté, de présider la conférence. Alors, la conférence se déroule et elle formule un ensemble de recommandations ou de résolutions. Par exemple, transférer au Parlement impérial à Londres le droit de désaveu des lois des provinces. Le raisonnement de Mercier, c'est à Londres, ils vont être pas mal plus circonspects avant de désavouer une loi qu'ils le sont à Ottawa. Faire en sorte qu'une partie des sénateurs soient nommés par les provinces. Faire en sorte que les pouvoirs résiduels dans la Constitution soient attribués aux provinces et non pas, comme c'était le cas dans l'acte de 1867, au gouvernement fédéral. Faire en sorte que les litiges territoriaux entre provinces soient réglés par le Parlement impérial, pas à Ottawa. Donc, et améliorer les subsides ou les subventions que le gouvernement fédéral verse aux provinces, qui est une de leurs plus importantes sources de revenus. Il n'y a pas d'impôt sur le revenu à l'époque. Non. Alors donc, c'est un programme autonomiste, mais qui fait l'affaire des autres premiers ministres, notamment Mowat d'Ontario, qui, lui, il a reporté les recommandations en tant que président de la conférence à MacDonald et qui va être reçu assez froidement. Quand on regarde cette conférence interprovinciale, ça révèle l'une des 2 lignes de fond, à mon avis, de la pensée et de l'action de Mercier. Il est animé d'un patriotisme puissant, inextinguible. Il est passionné de la défense et de la promotion des Canadiens français, de l'autonomie de la province où ils sont en majorité. Il fait même du Québec l'espèce de protecteur de tous les Canadiens français, des provinces canadiennes et même des États-Unis. Donc, il y a cette vision
de la place et du rôle de la nation canadienne-française et de la nécessité de l'autonomie provinciale pour la protéger. Ça, c'est la première force de sa pensée. L'autre axe de sa pensée, c'est il veut que le gouvernement ou l'État soit un gouvernement plein d'idées, imaginatif, entrepreneur, agissant, qui s'occupe pas juste de questions d'administration locale, mais du développement de l'ensemble de la société québécoise. Et c'est ainsi que pendant les 5 années où il est au pouvoir, il fait adopter plus de 300 lois, ce qui est pas mal, ce qui est beaucoup comparativement au gouvernement précédent. Et là, un des gros dossiers qu'il va aussi régler, c'est un dossier qui va faire l'affaire de ceux qui l'ont formé au Collège de Sainte-Marie. C'est le fameux dossier des biens des Jésuites. Oui. Alors, ça peut être un peu technique, mais peut-être et qui montre aussi que le libéral Mercier peut composer avec l'Église. Parlez-nous-en. Voilà. Alors, écoutez, les Jésuites ont eu des concessions de terre pendant le régime de la Nouvelle-France. Le dernier Jésuite au Québec meurt en 1800. Les biens des Jésuites, des terrains, des terres, des immeubles, sont placés sous la supervision de l'État, confiés à l'Assemblée législative du Québec. Bon. Mais les Jésuites, ils veulent avoir leurs biens, surtout que les Jésuites reviennent au Québec en 1842, fondent le Collège Sainte-Marie quelques années plus tard. L'Église catholique aussi a le goût d'avoir ces biens des Jésuites, notamment Monseigneur Taschereau, l'évêque de Québec, futur premier cardinal canadien. Alors, Mercier arrive, il sait que Chapelot s'est intéressé un peu au dossier, mais il ne l'a pas réglé. Mercier, qui se sent en dette envers les Jésuites, dit « Moi, je vais le régler. » Bon, alors, première étape, en 1887, il fait voter par l'Assemblée législative une loi qui donne la personnalité juridique, l'incorporation, si vous voulez, aux Jésuites. Les autres ordres religieux sont incorporés, ont une personnalité juridique, pas les Jésuites. Il fait adopter cette loi. Ça crée quelques remous dans l'Église parce qu'on craint les Jésuites. Souvenez-vous que l'ordre a été aboli en 1773 puis reconstitué en 1814. Ça, c'est la première étape. Et là, le problème, c'est avec qui Mercier va-t-il pouvoir négocier la question des biens des Jésuites? Monseigneur Taschereau veut s'en occuper. Mais là, Mercier se rend à Rome. Les Jésuites font leur propre lobbying. Et à Rome, il convient avec le pape Léon XIII que c'est les Jésuites qui vont négocier le règlement de la question de leurs biens. Donc, au printemps, début de l'été 1888, Mercier présente un projet de loi qui rachète en quelque sorte les biens des Jésuites. Et, bon, les Jésuites ont fait évaluer leurs biens. Ils demandent 1 million, 1,2 million. Mercier dit 400 000. Bien, attention, parce que dans le contexte de l'époque, le budget de la province est à peu près 4 millions. 400 000, c'est beaucoup d'argent. Ouais. Et là, le problème, c'est comment on le partage, le 400 000. Mercier dit, je vais demander à notre Saint-Père le Pape, Léon XIII, de faire le partage. Très habile de sa part parce qu'il ne se met pas entre l'arbre et l'écorce, entre un cardinal, un évêque puis une congrégation religieuse. Et ça prend un certain temps à Rome, mais ils font le partage, puis c'est redistribué. Et Mercier a depuis l'habileté de dire, c'est de l'argent qui était destiné à soutenir notamment l'éducation. Alors moi, j'ajoute aux 400 000 60 000 que je verse aux anglo-protestants du Québec pour leur propre système scolaire, ce qui est pas mal habile. Alors le pape partage, c'est réglé. Sauf que ça met le feu aux poudres dans le reste du Canada. Les orangistes de l'Ontario sont déchaînés en disant « De quel droit est-ce que le pape va se mêler de la législation dans un dominion britannique? » Mais le pape, il ne se mêle pas de la législation. Ce que Mercier lui dit, c'est « Moi, j'ai 400 000 Très Saint-Père, partagez-le entre vos Il y a joueurs. une cagnotte, on la sait. Voilà. Voilà. Alors donc, il règle le problème qui traînait depuis longtemps. Oui. Ça prouve, je pense, sa reconnaissance pour ses éducateurs, ça prouve aussi son sens politique, son habileté politique et sa capacité de livrer la marchandise. Exactement. Et là, vous avez dit, il va voir le pape. Il faut parler de ces 2 grands voyages en Europe. Il ne passe vraiment pas inaperçu. Non, il rencontre des personnages importants. Il brille. Parlez-nous-en. Parce qu'il y a le pape, il y a évidemment la France, mais je pense qu'il est aussi en quête de capitaux.
pour financer ces projets. Le premier ministre québécois qui soit allé en Europe, c'est Chapelot, en 1880. Une mission essentiellement économique. Il a besoin d'argent et il fait créer ce qu'on a appelé le Crédit foncier franco-canadien. Dans le fond, c'est une entreprise qui ramasse des capitaux français pour les réinvestir au Québec. Mercier se rend en Europe une première fois en 1888. Le prétexte, c'est qu'il y a des problèmes de gorge, puis il va y avoir des spécialistes européens. Puis en même temps, il est intéressé à voir si la province de Québec peut être impliquée dans l'exposition universelle de Paris en 1889 pour le centenaire de la Révolution française, ce qui évidemment horripile les ultramontains québécois. Bon, bref, il se rend, il passe par Londres, il se rend à Paris, il se rend à Rome. À Paris, il est reçu par le président de la République, il fait chevalier de la Légion d'honneur, il rencontre tout sortes de monde, il fait des discours. À Rome, il est reçu par le pape lui-même. Il est décoré d'un ordre du Saint-Siège. Bref, il rencontre beaucoup de monde, il brasse beaucoup de choses. Et il recommence en 1891, deuxième voyage, et là, il revoit le président de la République, il revoit le pape, et dans chaque cas, ses décorations sont augmentées à un cran supérieur. Il est même nommé comte palatin par le pape, la noblesse de cour du Saint-Siège, ce qui lui permet de se promener avec un costume particulier, avec un pantalon blanc puis un gilet brodé. Il aimait beaucoup les médailles. Il aimait beaucoup les médailles. Mais ce qui est important, c'est qu'il fait connaître le Canada français. Il prononce, surtout en 1891, un discours sur le français au Canada, devant des auditoires assez recherchés français, où la France et le Canada... et même un journal très opposé à Mercier, un journal ultramontain, est obligé de dire qu'à son retour, Mercier a bien représenté le Canada français. Donc, il assure la projection internationale de la province de Québec, des Canadiens français, sa propre projection aussi, en passant. Mais c'est quand même des acquis importants. Oui. Et il revient avec de l'argent. Il ne voulait pas emprunter. Il voulait consolider les dettes du Québec. Il voulait sortir des banquiers canadiens, échapper aux banquiers américains. Il est allé chercher de l'argent en Europe, même si on lui a fait beaucoup de difficultés. Présentez-nous ces grandes réalisations au plan économique, social, éducatif, culturel. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ces 5 années? Je vous ai dit tantôt que c'est un gouvernement agissant. Alors, dans le domaine de l'économie, il a stabilisé les finances de la province. Il a travaillé au développement de routes, de chemins de fer, même un pont entre Québec et Lévis, le premier lien, n'est-ce pas? Bon. Ouais. C'est un peu facile. Mais quand même. Il s'est beaucoup investi dans l'agriculture. Il a créé un ministère de l'Agriculture. Avec on sait qui? Avec le curé Labelle pour développer la colonisation. Ça aussi, c'était très habile. Absolument. De le nommer comme sous-ministre. Tout à fait, parce que c'est la caution de l'Église. Il offre des terres gratuites aux cultivateurs. Il crée des médailles. Il crée une école d'agriculture. Bon, bref. Il investit en agriculture, mais il investit aussi dans le domaine industriel. Il essaie de faire venir des entreprises. Il essaie de mettre en valeur les ressources hydrauliques du Québec. Il soutient la création de beurreries et de fromageries pour transformer les produits de la ferme. C'est le début de la spécialisation agricole. En effet. Et on sent qu'il veut assurer la prospérité des Canadiens français. Ça ne l'inquiète pas, l'enrichissement des Canadiens français. Au plan de l'éducation, là, il joue un rôle très important. Il se fait nommer membre du Conseil de l'instruction publique. Il a un discours à répétition auprès de tous les auditoires qui veulent bien l'écouter sur l'importance de l'éducation. Il augmente les subventions du gouvernement aux commissions scolaires et aux écoles des communautés religieuses. Il crée des écoles du soir à Montréal. Ça, c'est très original. Alors, il crée des écoles du soir gratuites où les ouvriers, après leur journée de travail, peuvent apprendre la lecture et l'écriture si c'est nécessaire, ou des perfectionnements de métier. Il a soutenu les écoles de métier. Donc, il a investi en éducation. Au plan social, il a cherché à développer quelques législations pour protéger ou améliorer les conditions de travail dans les usines, la sécurité au travail. Au plan politique, il a également cherché à transformer les pratiques électorales. Il a accru le droit de vote, augmenté le nombre de comtés. Bref, il a beaucoup travaillé durant ces années de pouvoir, mais il le faisait avec énergie, avec passion. Il aimait ça. Il aimait ça. Et toutes ces réalisations, toutes ces lois
vont se refléter dans les urnes, puisqu'en 1890, il remporte une victoire Très belle éclatante. victoire. Il va chercher 48 des 73 comtés de la province avec l'aide des conservateurs, indépendants ou nationaux. Et il est vraiment confirmé au pouvoir. Il aime ça, puis il en profite. C'est là que les troubles vont commencer. Voilà, bien justement. Alors, il nous reste 7 minutes. Heureusement, on ne passe pas l'heure sur les troubles, mais il y aurait de quoi, parce que c'est vraiment une saga qui... c'est vraiment une chute assez brutale. Donc, il remporte cette élection. Voyage triomphal de 1891 Voyage en triomphal. Europe. Et là, à la fin de l'année 1891, il est acculé à la démission. Le Qu'est-ce qui se passe? lieutenant-gouverneur le destitue. Pourquoi? Bon, parce que, dans le fond, un de ses hommes de main, Ernest Paquot, veut liquider l'obligation du gouvernement envers une compagnie une compagnie qui devait construire un chemin de fer à Matapédia-Gaspésie, dont le contrat a été révoqué parce que le projet n'avançait pas. Il fait voter par le gouvernement, alors que Mercier est en Europe, un dédommagement de 175 000 $. Il donne ça à l'entrepreneur, du nom de Armstrong. Mais il en récupère 100 000 pour les affaires du parti. Pourquoi Armstrong a donné 100 000, ça, on ne le sait pas, mais... Alors ça fait scandale quand ça éclate. Le lieutenant-gouverneur, qui est un conservateur, lui demande de s'expliquer. Finalement, il y a une commission d'enquête qui est créée par le lieutenant-gouverneur qui est obligé de constater que Mercier n'a pas trempé dans l'affaire. C'est son vice-premier ministre et son homme de main, Paquot, qui ont fait la job, si vous me permettez l'expression. Néanmoins, le lieutenant-gouverneur dit « Vous n'êtes plus digne d'être premier ministre, je vous congédie. » Fin 1891. Mercier est fini. Pourquoi n'a-t-il pas convoqué les chambres pour faire un vote de confiance ou de défiance à l'endroit du nouveau gouvernement? Il n'était pas certain de sa majorité, parce que les gens commencent à s'éloigner de lui, comme s'il était pestiféré. Il y a des élections en 1892, il est battu. Et là, les conservateurs, fermement installés au pouvoir, ressortent d'autres dossiers. On le traîne en procès pour présumément de la fraude aux dépens des fonds publics. Le jury l'acquitte en 5 minutes, mais il est brisé comme homme politique. Et en plus, il fait faillite personnellement. Il y a des dettes de plus de 80 000 $. Il cède ses biens. La liquidation de ses biens, ça rapporte à peine 20 000 $. Une fois qu'il n'est plus premier ministre, tous ceux à qui il doit de l'argent, les fournisseurs de toute nature, se précipitent sur lui. Alors, c'est vraiment une chute brutale qui est explicable parce que ses goûts de luxe, il dépense sans compter. Il s'est acheté un domaine seigneurial. Au mois d'août 1891, il reçoit 180 zouaves à qui il remet une médaille de la part du pape. Alors, vous voyez, il dépense. Il a un style de vie fastueux, puis il se fait des ennemis, y compris dans son parti, où on commence à dénoncer, dès 1889, son approche autoritaire, ses manières, la corruption autour de lui. Donc, ça se fragilise. Et c'est la chute en 1891, fin 91. Donc, c'est comme si, dans le fond, ce que vous laissez entendre, c'est qu'il a été peut-être un peu victime de lui-même. Il a été victime de lui-même. Le pouvoir, là, en quelque sorte, étourdi ou enivré. Vous savez, il a gagné les élections partielles pendant ses 2 mandats. Ça lui donnait l'impression que tout le monde était content. Il a gagné les élections de 1890, mais dans le fond, il devenait plus autoritaire, moins patient. Il concentrait les décisions. En même temps, son style de vie déplaisait à beaucoup de gens. Tout ça mis ensemble a fait qu'il est devenu tout à coup très vulnérable. Et là, les ennemis, ça a été la curée, ils se sont jetés sur lui et ils l'ont brisé. Alors, ils l'ont brisé et parlez-nous de sa fin. Il nous reste quelques minutes seulement. Comment est-il décédé? Alors, il a d'abord fait plusieurs discours, une forme de réhabilitation. Il est allé faire des discours aux États-Unis, il en a fait au Québec, à Montréal. Donc, il a progressivement rétabli son image, mais pas complètement. Il est mort pauvre, il n'y avait plus rien. Ses associés, il a recommencé la pratique du droit, ses associés le faisaient vivre. Et il a commencé à être malade, le diabète. Et sa condition s'est dégradée. À la fin de l'été 1894, il a cessé toute activité, il s'est alité. Et c'est là qu'à un moment donné, Chapleau est venu le rencontrer pour lui dire adieu. Et Chapleau a dit, « Écoute, Mercier, on s'est battu férocement, toi et moi, mais je pense que je t'ai fait plus de tort que tu m'en as fait.
je te prie de me pardonner. Et Mercier l'a pardonné, ce qui est quand même intéressant d'observer. Et il est mort, et comme je disais tantôt, ses funérailles, 60-70 000 personnes les ont accompagnés. Donc, c'est comme si en l'espace de quelques années seulement, il avait été presque tout de suite réhabilité. Il a commencé sa réhabilitation. Il a fait des discours importants et son image s'est améliorée. Mais la présence humaine à ses funérailles indique que pour une partie de la population, il était important. Dans le fond, Mercier, c'est deux choses. Hein. C'est une vision de l'État comme étant un instrument de développement pour la société canadienne-française et c'est une volonté d'assurer la promotion de cette société au Québec, au Canada, même à travers le monde avec ses voyages. Alors, c'est les deux lignes de force de son action. Et il est étonnamment moderne comme premier ministre. Oui. Et donc, cette espèce de légende du grand Mercier, vous le dites, ça apparaît quand, ça? Est-ce que ça apparaît de son vivant ou après? Non, quand il meurt, on se rend compte qu'il était grand. Hein? Non, mais comme disait, souvent, non, malheureusement. comme on a dit à propos de Lincoln, c'est quand un arbre est couché qu'on peut le mesurer. Et donc, ça commence, mais il y a sa période de purgatoire, sauf qu'en 1912, on lui érige une statue sur la colline parlementaire. Et il demeure dans la mémoire québécoise. Regardez la toponymie québécoise, les noms de rues, les noms de ponts, les noms d'immeubles, parce qu'il a frappé l'imagination québécoise par son audace, sa vision, son charisme et sa fin pathétique. Merci beaucoup, Claude Corbeau. Merci beaucoup. Merci. Merci. Donc, pour en connaître davantage, il faut lire Honoré Mercier par lui-même, Fiction historique de Claude Corbeau, publié en 2016, ou encore lire Mercier dans le texte, un recueil de ses grands discours de 1873 à 1893. Si vous voulez en connaître encore davantage, allez dans sa biographie. La dernière biographie, on pourrait dire, même si elle est datée, celle de Robert Rumilly, en 2 tomes, mais la première édition était des années 30. Rumilly avait connu des gens dans l'entourage de Mercier, et ça se sent quand on lit cette biographie, qui est assez anecdotique, événementielle, mais qui fourmille d'anecdotes et de faits. Si vous voulez en savoir plus aussi sur sa vie privée, eh bien, vous lisez ses lettres d'amour. Donc, merci beaucoup et à bientôt.